Messieurs, un grand merci. Merci François-Xavier d'être resté. Merci de participer à cette table ronde. On a à peu près une trentaine de minutes pour essayer de balayer un petit peu les sujets qui ont été évoqués tout à l'heure et aussi de regarder un petit peu l'avenir de ce secteur-là. Je voudrais commencer par vous demander un petit peu ce que représente aujourd'hui le marché de la seconde main, c'est-à-dire quel type d'activité vous avez, depuis quand ça existe peut-être, et puis qu'est-ce que ça représente. Alors on va peut-être commencer avec celui qui a l'antériorité dans le marché de la seconde main, même si je crois que c'est la société la plus jeune, la plus junior. C'est Vestiaire Collective. Alors je ne vais pas vous demander voilà, ce que ça représente tout pour vous. Mais peut-être si tu peux nous dire un petit peu voilà, comment c'est parti, et ce que ça représente aujourd'hui en termes de volume d'activité. Absolument. Donc Vestiaire Collective, qui a été brièvement présenté dans la présentation de KPMG, a été fondée en 2009, donc il y a maintenant 13 ans, par deux femmes, Fanny Moisan et Sophie Hersan, qui dirigent encore la société. On a un volume d'affaires d'environ 1 milliard d'euros. C'est une plateforme mondiale. L'Europe représente à peu près 60% de notre business réparti dans le continent dans son ensemble. Les États-Unis, c'est notre premier marché avec 30% de notre chiffre d'affaires, et l'Asie, 10%. Très bien. Et vous êtes dans plusieurs pays, ça fait partie, je crois, dès le départ de votre stratégie, essentiellement dans la mode et plutôt le luxe. Absolument. Donc c'est une marketplace, effectivement, marketplace qui est dédiée à l'achat et la revente d'articles de mode de luxe de deuxième main. D'accord. Donc exclusivement de la deuxième main. Alors, comme on touche à un secteur qui est particulièrement sensible, celui du luxe, est-ce que tu peux juste nous dire un petit peu vos relations finalement avec ces grandes marques? Ouais. Et on parlait tout à l'heure notamment de ce frein qui subsiste, qui est un petit peu la crainte. Comment est-ce que vous adressez cette sensibilité des consommateurs? Ouais, c'est une très bonne question. Alors déjà, nous, on a la chance d'avoir Kering à notre capital, donc ça nous aide. Voilà, c'est un argument d'autorité, et surtout, voilà, il nous aide à améliorer nos processus et à réfléchir à toute l'activité d'authentification qui est centrale dans le modèle de Vestiaire Collective. Par rapport aux marques, quand en 2009 on s'est lancé, on était petit et je dirais qu'il n'y avait pas un intérêt fort des marques sur ce qu'on faisait. Quand il y a eu une forte croissance au début des années 2010, il y a eu un petit peu de défiance, et la réalité c'est que les sujets RSE ont pris le dessus. Je pense que Vestiaire Collective travaille de façon très sérieuse, et ça a été reconnu par les maisons de luxe. Donc maintenant, il y a plus une approche qui est un partenariat, des discussions constructives, plutôt qu'une défiance qui était présente un peu initialement. D'accord. Et en même temps, votre offre, elle a évolué, puisque avant vous étiez vraiment le tiers de confiance qui vérifiait tous les produits. Aujourd'hui, vous avez différents types de services, c'est ça? Absolument. Donc, on fait systématiquement de l'authentification digitale. Donc, quand un produit est mis en ligne sur Vestiaire, il y a une authentification qui a lieu de façon, je dirais, digitale, électronique, au travers d'algorithmes. Et ensuite, à la demande de l'acheteur, on fait une authentification physique. On a 5 centres d'authentification, un en France à Tourcoing, un au UK, US, Hong Kong et Séoul. Et donc, dans ce cas-là, les produits vont transiter très rapidement. Il reste moins de 24 heures dans les centres, et ils sont authentifiés par nos équipes d'authentification avant d'être envoyés à l'acheteur. Et ça représente à peu près combien de l'activité, cette partie authentification? 30% des transactions ont une authentification physique. Elles représentent 70% de notre volume d'affaires. Très bien. Donc là, il y a vraiment une sorte de pivot qui s'est fait. Vous avez gardé effectivement en fait, vous avez adressé les gens qui étaient vraiment très stressés, ou peut-être pour des achats de grande valeur, cette authentification renforcée, on va dire, oui. ce travail. Et puis pour les autres, vous avez d'autres outils effectivement d'authentification plus light. Et vraiment, oui, plus light, mais quand même, par la technologie, et vraiment la technologie est au cœur du business model de Vestiaire Collective, par la reconnaissance d'images, intelligence artificielle, machine learning. On arrive vraiment à des résultats qui sont très satisfaisants sur l'authentification digitale. Okay. Dernier mot pour qu'on conclue sur votre activité. En termes d'environnement concurrentiel, aujourd'hui, alors on sait que vous êtes un des leaders mondiaux dans votre domaine. Il y a qui d'autre? Vous partagez avec qui aujourd'hui le marché? Alors, on a la chance, Vestiaire Collective, on est la seule plateforme d'envergure mondiale, donc la seule plateforme qui est présente aux US, en Europe, en Asie. On va avoir des concurrents sur chacun de nos marchés. Sur le segment du luxe, le panier moyen de Vestiaire Collective, c'est 350 €, donc c'est un vrai positionnement luxe. Donc, en Europe, on va avoir des petits acteurs dans différents pays. Aux États-Unis, il y a un grand acteur qui s'appelle The Real Real, qui est une grosse plateforme, qui a un business model qui est un peu différent du nôtre, on pourra y revenir. Et en Asie, des petits acteurs. Mais on a 20% de notre marché sur vraiment la revente d'accessoires de mode de luxe online.
Donc on a une position, voilà, on est rentré très vite, on a créé ce marché. Quand en 2009 on a lancé Vestiaire Collective, on a créé ce marché et aujourd'hui on a une position concurrentielle qui est très forte. Bravo, et vous êtes français et vous êtes une de nos très belles licornes françaises. Absolument. Merci beaucoup Bernard. Olivier, alors le marché de la seconde main chez Fnac Darty, je rappelle c'est Fnac Darty, qu'est-ce que ça représente, depuis quand ça existe et sous quelle forme? Bonjour à tous. On avait commencé il y a plus de 10 ans à revaloriser en particulier les retours des consommateurs sur Internet. Donc c'est une activité qui est présente sur nos plateformes depuis plus de 10 ans. Au départ en mode un peu marginal avec des opérations un peu à côté. Et du fait d'une très forte accélération ces dernières années, on en a fait depuis 2 ans une vraie petite business unit industrielle. Et aujourd'hui, c'est près de 1,5 million de commandes de seconde main. Donc c'est quand même quelque chose de très important. C'est en forte croissance. Et donc c'est une partie importante de notre proposition de valeur. Plus globalement, la stratégie de Fnac Darty, c'est vraiment de s'inscrire et d'avoir pour objectif de valoriser la durabilité des produits. Et donc c'est valoriser tout ce qui est l'écosystème qui permet la bonne réparation des produits. Donc la seconde main, vous en avez parlé très clairement tout à l'heure, elle s'inscrit dans tout un écosystème. Et nous, notre actif, notre vraie différenciation là-dedans, c'est nos capacités de réparation. Et donc, tu disais, ça représente combien aujourd'hui de commandes, de transactions à peu près? C'est ce que je te disais, pas loin de 1,5 million de transactions chaque année. Avec une progression, et dans tous les marchés, on reviendra sur l'international, c'est quelque chose qui est propre à la France ou que vous voyez aussi sur vos autres marchés? Il y a des rythmes de croissance différents, mais c'est une tendance. La France, chez nous, représente 80% de l'activité, donc elle est un peu en avance là-dessus, mais c'est une tendance générale. D'accord. On reviendra sur cette notion de réparabilité aussi et son impact notamment sur la location, qui est aussi une des thématiques très intéressantes que je souhaite aborder au cours de cette table ronde. Guillaume, oui, bonjour. Petit bateau, alors voilà, alors on ne s'attendait pas, c'est vrai qu'on a découvert que vous faisiez aussi de la seconde main, et je suis sûr que les gens peut-être ne le savent pas. Alors quel type de seconde main vous faites, depuis quand, et qu'est-ce que ça représente pour l'enseigne? Écoutez, nous clame l'antériorité sur ce plateau parce que ça fait 130 ans qu'on fait de la seconde main chez Petit Bateau. En fait, oui, on fait des produits, on crée et on fabrique des produits de qualité chez Petit Bateau. Et tous dans la salle, vous avez forcément transmis à vos enfants ou à vos frères et sœurs des produits Petit Bateau. Donc on a fait de la seconde main depuis l'existence de la société. On ne l'avait pas monétisé ou mis dans le marché comme de la seconde main, mais la réalité, c'est qu'on y est dedans depuis très longtemps. Alors, en 2017, on est rentré un peu plus dans le digital de la seconde main avec une application, C2C, qui était assez précurseur pour l'époque. Et 2021, nous avons voulu accélérer avec la reprise des produits Petit Bateau dans 100% des magasins français de Petit Bateau, et la vente dans quelques corners. Ça, c'était en 21. En 22, on a accéléré la vente dans ces corners. On aura à peu près 13-14 corners de revente, soit 100% revente, soit neuf plus seconde main, d'ici la fin de l'année. Et puis, l'année prochaine, on va accélérer fortement sur la partie digitale, en introduisant la seconde main sur notre site. On en parlera peut-être tout à l'heure. On va aller à l'international parce que c'est effectivement un marché très fort, la France, mais à l'international, ça s'accélère aussi fortement. Donc on ira en Italie et au Japon dans quelques mois. Et puis on va continuer à communiquer fortement sur cette seconde main parce que pour nous, il faut que nos clients soient au courant de ce service. Tu le disais, ils ne le sont peut-être pas assez parce qu'ils sont au début de cette chaîne qui est vertueuse pour la planète. Et puis en 2030, voilà, on a un peu d'idées. En 2030, on pense que ça représentera 30% de nos volumes. 30% des volumes, impressionnant. Et sur cette évolution que vous voyez, alors vous, juste qu'on comprenne l'offre, c'est des coupons, c'est ça, c'est des bons d'achat. Vous avez transformé ça aussi en outil de fidélisation de vos clients. Alors oui, on reprend des produits en magasin en échange d'un bon d'achat, mais un bon d'achat qui est valable à la fois sur du neuf et de la seconde main. On ne force pas du tout le client à acheter du neuf. D'accord, voilà. Ok, très clair. François-Xavier, on voit finalement des secteurs assez différents. Là, tu as parlé de l'automobile. Est-ce qu'il y a des secteurs plus particulièrement qui sont plus en pointe? Est-ce que c'est la mode? Dans le cadre de vos études, quels sont vraiment peut-être les 3 secteurs qui aujourd'hui sont les plus en pointe?
il y en a deux qui me semblent évidents déjà. Alors, l'automail, on l'a vu, c'est institutionnalisé, mais c'est un petit peu différent et peut-être un peu moins e-commerce, même s'il y a des acteurs qui s'y positionnent. Je dirais la mode, de manière assez évidente, mode et luxe. Et puis tout ce qui est technologie. Donc, on a en tête les téléphones. Mais je pense que de plus en plus largement, on va aller vers ces produits technologiques qui ont vocation à durer plus longtemps, à être réparés et remis sur le marché. J'imagine que chez Fnac Darty, c'est une des préoccupations, notamment chez Darty, avec une ouverture à de nouveaux produits. C'est ce qu'on voyait de manière plus importante. Et le mobilier Tout à fait. La décoration, qui sont aussi des secteurs qui sont assez en pointe. Et dans la mode, je crois qu'effectivement, le secteur de l'enfant est particulièrement, pour des raisons qu'on comprend, en pointe sur ce marché de la seconde main. Je vous propose, on a vu un petit peu les entreprises, je vous propose qu'on regarde maintenant un petit peu le consommateur. François-Xavier Viette, on en a parlé tout à l'heure, sur ce profil du consommateur. On a vu un petit peu leur motivation. Moi, j'aimerais bien qu'on regarde un petit peu plus dans le détail sur les clients de ces enseignes-là. À quoi ils ressemblent? Est-ce qu'ils ont des particularités? Est-ce que vous voyez aussi des évolutions dans le type de client? Et puis, est-ce que vous confirmez effectivement que le motif économique, finalement, reste prédominant, même si, on l'a vu, la RSE joue un rôle important? Bernard, est-ce que tu peux nous dire quelque chose là-dessus? Oui. Donc, sur les clients, je commencerai par dire oui, le motif économique, c'est le principal driver. Pour deux raisons. Si on achète un sac à main qui neuf allait coûter par exemple 1000 €, va être disponible sur Vestiaire Collective à 400 €, c'est une économie qui est importante. Mais surtout, ce qui est important, c'est que la personne va utiliser ce sac 6 mois, 1 an, peut-être 2 ans. Si la personne souhaite revendre ce sac de marque au bout de 2 ans, elle pourra très probablement le revendre à un prix proche des 400 € qu'elle a payé. Donc l'économie est très importante et on rentre vraiment dans un phénomène de circularité et elle pourra utiliser les 400 € pour acheter autre chose après. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le choix. Vestiaire Collective, c'est une grande plateforme mondiale on reçoit chaque jour à peu près 25 000 nouveaux produits qui sont mis en ligne sur notre plateforme. Quand on va dans un magasin, on a le choix entre 3, 4, 5 sacs à main. Si on va dans 2, 3 magasins, un peu plus. Là, il y a un choix qui est très important avec différentes collections, etc. Et ensuite, l'élément RSE, l'élément environnemental est très important. Il est de plus en plus présent dans l'esprit de nos consommateurs et c'est de plus en plus l'un des drivers de l'acte d'achat. Et ça, on le voit de façon très visible au travers des études qu'on fait. Et on ne l'a pas abordé, mais est-ce que cette mode un petit peu vintage, qui parfois donne lieu à des spéculations, je pense notamment au luxe, est-ce que vous le voyez ça aussi? Est-ce qu'il y a ce côté... là, tu parlais du choix, mais c'est aussi de retrouver peut-être des anciennes collections et donc de pouvoir effectivement ensuite les revendre, peut-être à des prix très intéressants. Bien sûr. Donc il y a aussi des activités de trading sur les plateformes comme Vestiaire Collective. Il y a l'aspect vintage, donc aller retrouver des anciennes collections qui reviennent à la mode et qui vont être vraiment des accessoires uniques, et donc les personnes sont fières de les porter. Et ensuite, évidemment, il y a des marques dans le luxe qui créent de la rareté, dans leur marché cœur, en France, etc. Très difficile d'aller trouver tel ou tel sac à main, et aussi qui vont créer de la rareté dans des marchés internationaux, en Asie notamment, où ils vont limiter la capacité d'acheter des nouveaux produits. Et donc, si quelqu'un souhaite ce produit, même s'il est neuf, finalement, Vestiaire Collective va être une solution très adéquate. Olivier, sur ce profil des acheteurs de produits de seconde main, notamment de reconditionnés à la Fnac, ils ont une particularité? Fnac et Darty, l'élément important qu'on a noté, c'est que c'est très équilibré finalement entre des nouveaux clients, des clients qu'on n'avait pas avant, et puis des clients historiques qui, pour une partie de leurs achats, vont vers ces produits reconditionnés. Donc c'est très équilibré. Et après, ce qu'on voit, c'est que c'est des gens plutôt un peu plus jeunes, mais pas forcément, mais pas que. Et puis effectivement, il y a cette préoccupation du pouvoir d'achat qui est là, mais qui n'est pas exclusive et qui n'est pas, je dirais, archi-dominante, mais qui est quand même là en fond. Est-ce que, puisque c'est un sujet d'actualité, est-ce que vous avez vu avec la crise pouvoir d'achat ces derniers mois peut-être une augmentation ou c'est pas notable encore? Il y a une tendance dont on a parlé qui est de progression qui est forte, mais pas on ne mesure pas. Il n'y a pas une explosion en tout cas. Okay. Pas encore peut-être sans doute. Guillaume, sur le profil de vos acheteurs, là aussi, est-ce que c'est plutôt des fidèles, plutôt des nouveaux acheteurs? Est-ce que c'est des jeunes, des moins jeunes? Ça nous permet d'élargir notre cible. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que c'est des populations plus jeunes.
globalement, comme ce qu'a dit Olivier, il n'y a pas que des jeunes, mais globalement plus jeunes, encore un peu plus urbaine, et pour nous beaucoup plus écologique. Alors c'est dû aussi au fait du positionnement de petit bateau, puisqu'un vêtement petit bateau est un vêtement responsable qui dure, donc forcément il est plus écologique. Et donc on attire une population dont le critère est plus l'écologique, le prix, mais aussi pour certains le prix est en jeu. Et en même temps, on est d'accord pour dire que c'est pas que des CSP-, c'est aussi des CSP+. La motivation économique est importante, pourtant on ne peut pas réduire à dire y a que, vous avez, j'imagine, autant de CSP+, que CSP- qui commandent ce type de produit. Oui, non ? Oui. Nous, on le sent, on a un vrai driver d'écologie, de responsabilité sociale, environnementale. Et c'est pour ça que notre business s'accélère très très fortement et qu'on veut le développer à l'étranger. Alors, sur ce sujet de la RSE, c'est vrai qu'on est parfois challengé. Je pense qu'il faut aborder le thème. Certains commencent à dire, il y a notamment un article dans Le Monde, à dire que finalement, est-ce que ce marché de la seconde main ne pousse pas à la surconsommation, puisqu'on rentre dans un mécanisme effectivement où les gens savent qu'ils achètent et qu'ils pourront facilement revendre derrière. Donc est-ce qu'il n'y a pas finalement là un biais et finalement un marché qui ne serait pas aussi RSE que ça ? Est-ce que quelqu'un veut répondre ? Alors je vais prendre la question. Je vais retrouver l'article du Monde, il faut que je le lise, je ne l'ai pas vu. Je vais citer 2 chiffres. Le premier, c'est 70% des achats qui sont faits sur Vestiaire Collective remplacent un achat de première main. D'accord ? Donc c'est vraiment, certes c'est économique, mais ce n'est pas un achat qui vient en plus, c'est un achat qui remplace. Le deuxième point qui est absolument critique, c'est que l'empreinte environnementale d'un achat de deuxième main est de 90% inférieure à celle d'un achat de première main. Et donc quand je parle d'empreinte environnementale, c'est évidemment émission des gaz à effet de serre, mais aussi utilisation des eaux, pollution des terres, génération de déchets. Et donc l'impact environnemental d'une transaction de deuxième main est de facto très favorable. Et même si le produit va peut-être voyager une fois de plus, quand on réfléchit à la production d'un accessoire de mode, la première main qui vient dans un premier atelier, transformation, deuxième atelier, qui va au magasin, qui est finalement vendu, l'impact il est vraiment minime. Et puis je renvoie effectivement à l'étude ADEME sur l'analyse de cycle de vie des produits. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'environnement, mais il faut vraiment regarder les chiffres. La production et l'usage sont très largement ceux qui produisent le plus de CO2, beaucoup plus que d'ailleurs le transport qui est souvent pointé du doigt, que ce soit l'amont d'ailleurs ou le dernier kilomètre qui représente même pas 10% dans l'analyse de cycle de vie du produit. Et sur les achats de qualité, petit bateau, Fnac, Vestiaire Collective, il y a deuxième main, mais il y a souvent troisième main, quatrième main. Le produit, on peut l'utiliser, on peut ensuite le revendre à nouveau. Donc il y a vraiment un effet d'économie circulaire qui ne s'arrête pas à la deuxième main. Okay. Alors, je confirme, je voudrais juste ajouter un chiffre, c'est que de toute façon, le marché de la mode, globalement, qu'on le prenne en France ou dans d'autres marchés, il est en baisse, le marché de l'habillement. Donc la seconde main est en train de complètement de remplacer le neuf. Et c'est surtout la fast fashion dont le marché est en train de baisser. Les marques qui ont des produits, on le disait, de qualité, qui durent une fois, 2 fois, 3 fois, ce qui est un peu le cas de Petit Bateau, puisqu'un vêtement en moyenne dure 5 vies, sont ces marques qui vont remplacer quelque part toute la fast fashion de demain. Justement, je voudrais qu'on aborde justement cette question de la durabilité. Et finalement, ça a été abordé par François-Xavier et Géraldine, et c'est vraiment dans l'étude. On voit cette tendance de la location, finalement, qui s'inscrit aussi dans ce marché de la seconde main. Ce marché de la seconde main, on l'a vu du point de vue économique, mais du point de vue un peu plus sociologique, c'est aussi une mutation dans le rapport à la consommation, puisqu'on est plus dans l'usage que la possession, la propriété. Ce qui intéresse les gens aujourd'hui, c'est de pouvoir utiliser le produit plus que de le posséder en tant que tel. Et si on tire un petit peu cette logique, on arrive très rapidement à la location, cette logique d'usage. Et on voit effectivement de plus en plus d'enseignes qui se lancent dans la location. On a vu Decathlon qui a fait pas mal d'annonces. Dans le concours Start Me Up, on a vu aussi pas mal de startups comme Lizzy qui s'implantent là-dessus. Est-ce que ça, c'est un marché qui va se développer, Olivier ? Est-ce que demain, on va louer... en fait, ça existait avant, son téléviseur pour la Coupe du Monde ou peut-être un iPhone. Est-ce que c'est quelque chose que chez Fnac Darty, vous regardez ? On parle aussi de la perceuse qu'on pourrait louer. Est-ce que c'est des choses que vous envisagez ? On regarde. La perceuse, la caractéristique, c'est que c'est un usage assez court. J'en ai pas besoin pour très longtemps. Nous, la majorité des produits que l'on vend, le smartphone, l'ordinateur, la machine à laver, on en a besoin très longtemps. Donc en fait, la location, on n'a pas forcément trouvé la façon dont on prend le sujet de la durabilité. Et là, c'est un axe essentiel de notre stratégie. C'est au niveau du service et au niveau
d'aider nos clients à faire durer au maximum la vie de leurs produits. Donc en particulier, on a un service qui est emblématique de ça, qui s'appelle Dartimax, et qui vous permet, quand vous êtes abonné, on vous garantit la réparation de vos appareils dans votre domicile, résidence secondaire si vous en avez une, le plus longtemps possible, tant que les pièces détachées sont disponibles. Et tout ça, ça repose sur un écosystème de réparation, de réparateurs, puisqu'on est le premier SAV de France et qu'on répare plus de 2 millions de produits chaque année. Donc c'est une variante un peu différente de la location que tu pointes, mais pour la planète, ça a un impact absolument majeur. Oui, je pense que cette notion de réparabilité est effectivement essentielle. D'abord parce qu'effectivement, elle favorise le marché de la seconde main, puisque si les produits effectivement durent plus longtemps, ils peuvent être revendus aussi plus longtemps. Et puis dans la location, on a vu aussi, j'écoutais un des dirigeants de Decathlon qui disait que finalement, ça les oblige aussi à repenser leurs produits. Et on est dans une logique où plus le produit dure longtemps et peut être réparé, plus longtemps il peut être loué. Et donc dans le modèle économique, on a quelque chose d'assez vertueux et assez intéressant, puisqu'on va essayer de prolonger la vie du produit justement pour pouvoir en tirer un bénéfice en le louant. François-Xavier, sur ce marché de la location, je sais que tu suis ça de près. Est-ce que tu penses que c'est vraiment une tendance qui va se confirmer ? On le pense effectivement, tout dépend des usages et modèles économiques. Ça nécessite quand même d'avoir quelque part cette force de frappe de maintenance, d'entretien et puis une supply un peu costaud. On voit ça se développer. Je comprends bien qu'effectivement, il y a des marchés on ne va pas louer une machine à laver. Le body, de toute façon, si la revente petit bateau, s'il est revendu 6 mois plus tard, ça ne se justifie pas forcément. Pour autant, pour l'habillement, pour des sacs, on voit des choses intéressantes se développer, ou l'outdoor, comme Decathlon. Guillaume, toi qui es un spécialiste de la mode aussi, est-ce que tu vois ça dans la mode ? Le body, on va le louer, le body. Et pourquoi on va le louer ? Parce que, en fait, effectivement, les gens sont en train de changer de la propriété à plutôt l'usage. Et quand on est sur des vêtements bébés, tous les 2 mois, vous le savez bien, il faut changer de vêtements. Nous, on a... Vous regardez vraiment le marché de la location, là ? Ah, mais on va le démarrer dans 4 semaines. Ah, ouais, voilà. Un scoop. Donc si tu as ton scoop. Vous êtes client donc on va démarrer. 4 semaines. On veut être le Spotify du vêtement bébé, et on va l'être parce qu'en fait, nos body, ils durent 5-6 vies. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas les louer 1 fois, 2 fois, 4 fois, 5 fois. Et donc on teste aussi la durabilité de nos body, nos t-shirts évidemment, pour faire que ces t-shirts, ces body, ces produits, ils aient la durée de vie la plus longue dans le marché. Ça a un impact dans l'éco-conception. Ah mais complètement. Hier, on avait des t-shirts qui duraient 5 vies. Demain, on travaille sur des t-shirts qui vont avoir 6, 7, 8, 9 vies. Et d'être meilleurs que les t-shirts du luxe, etc. Et d'ailleurs, on l'est déjà. Donc la location, moi j'y crois beaucoup, mais on peut le faire à nouveau parce qu'on a la qualité des produits. Ouais. Et donc on peut les reprendre, on a cette garantie qualité et on peut les relouer à un deuxième consommateur, 3e, 4e, 5e. Alors du coup ça me donne une idée. On voit effectivement que ça évolue très vite, vous êtes déjà sur la location. Est-ce qu'il y a d'autres types d'évolutions que vous voyez sur le marché de la seconde main que vous pourriez faire demain, je ne sais pas, vestiaire collective, est-ce que vous pourriez passer vous êtes plutôt dans l'occasion aujourd'hui, est-ce que vous pourriez passer dans le reconditionné ? Peut-être Olivier, la multicanalité, c'est peut-être des choses sur lesquelles vous travaillez, revendre sur Internet les produits magasins. Dites-nous un petit peu quels sont vos projets dans ce domaine-là. Donc en termes d'évolution de l'offre, je dirais oui et non. Je commencerai par non, parce que sur la mode, et on était flattés d'être mis à côté de l'automobile. La deuxième main dans la mode, c'est le tout début. Donc VCR, on a commencé en 2009, c'était encore très petit il y a quelques années, et là il y a une vraie accélération. Donc on a un intérêt très fort à se concentrer sur ce qu'on fait, et il y a beaucoup de réserves de croissance devant nous, donc ce serait dommage de se disperser. Après, l'objectif, c'est d'améliorer l'expérience client. Donc la clé pour nous, et on le fait beaucoup via la technologie, c'est de faire en sorte que l'acte d'achat de deuxième main se rapproche le plus possible d'un acte d'achat de première main, voire qu'il le dépasse, qu'il soit plus engageant. Et ça, c'est notre objectif principal en termes de développement de l'offre. Olivier ? Il y a plusieurs leviers. Il y en a un, tu y faisais référence, c'est le fait de mieux valoriser les inventaires des produits qui sont dans les magasins, qui sont les produits de deuxième main qui sont dans nos réseaux de magasins. Ça, on a commencé il y a 1 ou 2 ans pour Fnac. On a eu des résultats très encourageant puisque en fait, quand on publie sur Internet, évidemment, on accélère fortement les ventes. Et donc là, on est en train de déployer cela dans tous nos magasins et c'est un des projets de cette année. Donc ça, c'est le premier levier. L'autre levier, c'est aussi de travailler avec les marques parce qu'il y a des marques qui ont des capacités de réparation, qui ont des stocks de produits qui ont été réparés, etc. Et qui, de plus en plus, ça peut intéresser de mettre en valeur.
Vous en parliez de tout à l'heure dans votre étude. Troisième levier qu'on a, c'est par l'intermédiaire de notre marketplace aussi de chercher des marchands ou des gens qui sont spécialisés dans la seconde main. Et tout ça en améliorant les parcours, la qualité de données, la qualité de l'expérience digitale pour que ce soit de plus en plus simple de se repérer pour le consommateur. Mais est-ce que tu confirmes qu'il y a quand même une complexité plus grande dans la multicanalité de la seconde main que dans le neuf? Par exemple, est-ce que vous faites du click and collect de produits de seconde main qui sont vendus sur Internet, ou est-ce que c'est un peu plus compliqué? Il y a des fonctionnalités de click and collect. Après, ce qui est sûr, c'est que par exemple, une machine à laver de seconde main, on ne va pas la réexpédier à l'autre bout de la France parce que ça aurait un coût à la fois économique et environnemental qui serait disproportionné. Donc oui, il y a des réglages, des subtilités. En l'occurrence, dans ces stocks des magasins qui sont mis en avant, ce qu'on fait, c'est qu'on les fait expédier directement depuis le magasin. Guillaume, tu as déjà donné pas mal d'évolutions, d'autres évolutions. Globalement, on a deux ambitions. Nous, c'est effectivement de mieux servir nos clients, et notamment sur le digital. Et deuxième ambition qu'on a, c'est de devenir la marque la plus durable et la plus inspirante de l'enfance. Donc la seconde main, la location, on va forcément accélérer, et on va l'accélérer sur le digital. Je te le disais tout à l'heure, on va introduire sur notre site internet, avec un panier unique, à la fois l'achat de neuf et l'achat de seconde main dès l'année prochaine. Et ça, on va le faire avec une garantie de paiement, puisque c'est le site de Petit Bateau, ce qui n'est pas le cas sur certaines plateformes. On l'a vu avec beaucoup de fraudes. Garantie de qualité, puisqu'on contrôle, mais là physiquement, 100% des produits que nous reprenons et que nous vendons. Et puis en fait, ce panier unique qui permet écologiquement d'avoir un seul colis à la fois de neuf et d'occasion. Donc on va développer effectivement notre omnicanal aussi sur la seconde main. Alors on voit que le secteur il bouge énormément, il a été préempté finalement aujourd'hui par un grand nombre de marques. On voit le top 20 effectivement qui s'est lancé dedans. La question en fait c'est jusqu'où va aller ce marché et par qui va-t-il être dominé, et peut-être François-Xavier, tu as quelques éléments complémentaires là-dessus sur ce que ça représente aujourd'hui et ce que surtout ça pourrait représenter et qui seront les acteurs dominants. Nous, ce que l'on a vu, c'est qu'on a quelques pépites en France, effectivement, et des acteurs qui se développent quand même, des gros morceaux aussi à l'international. Il y a des géographies qui se développent plus ou moins rapidement. Peut-être que dans certaines localités dans le monde aussi, la culture de la seconde main est un peu moins développée, ou au contraire, il y a une fierté à acheter de la première main. Donc je ne sais pas si tout va se développer, il y a des aspects culturels derrière cela, tout va se développer de la même manière. L'Asie, j'ai l'impression l'Asie est un peu en retard, mais très naissante quand même. Il y a des plateformes qui se créent là, Mercari, si vous lancez Japon par exemple et tout ça, il y a peut-être voilà. Et j'avais en tête Chine, Corée qui était peut-être dans un mais il y avait marché ça un peu aussi différent. En Europe finalement avant. Il y a eu un shift quand même dans le mindset. Avant, acheter de la seconde main, c'était pas. Ça a quand même beaucoup évolué. C'est vrai qu'en Europe, c'était le cas aussi un peu avant. Après, je pense que ceux qui vont s'en sortir, c'est ceux qui arriveront à trouver le modèle un peu profitable. Donc on l'a vu, il y a des sujets de volume, donc il faut sourcer en grand volume parce que le client il veut du choix. Donc on est plutôt bien quand on maîtrise sa marque et qu'on propose cela, neuf et occasion. Et puis il y a toute la logistique, le business derrière, qui à mon avis, je n'ai pas tous les détails évidemment, mais doit faire quelques nœuds au cerveau quand il s'agit de déployer tout cela. Et il faut avoir un peu de moyens, quoi. Et en même temps, on a vu que ce marché évolue, parce qu'il s'est créé avec des pure players, Vestiaire Collective, Vinted, Le Bon Coin. Aujourd'hui, les distributeurs ont compris qu'il y avait aussi une demande et une attente des marchands. Et puis les marques elles-mêmes, même dans le luxe, je vois Hugo Boss qui a lancé effectivement un secteur dans ce domaine-là. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas un risque pour ces pure players du marché de la seconde main d'être un petit peu dépassés par les marques qui reprendront la main avec... Oui, Bernard, on va venir. De reprendre un petit peu la main en ajoutant cette brique, alors que vous avez, mais qui n'existe pas surtout, qui est ce brique de tiers de confiance. Alors Bernard, je sens que tu es impatient de réagir là-dessus. Je dirais juste, il ne faut pas sous-estimer la complexité. Faire des initiatives tactiques qui vont montrer l'importance de la deuxième main, qui vont envoyer des messages très importants, ça les sociétés peuvent le faire. Faire des initiatives qui vont vraiment prendre de l'envergure, en anglais on dit scalable, ça nécessite d'un point de vue logistique vraiment des investissements qui sont lourds et de trouver le bon business model.
Et là, il y a un challenge. Et donc, pour les grandes marques qui se lancent, moi, je les encourage à parler à des spécialistes pour bien comprendre les enjeux et bien comprendre les enjeux avant de se lancer. Parce qu'il y a beaucoup de croissance. Donc, on trouve très vite beaucoup de croissance. Mais ensuite, il faut que ce soit profitable. Ouais. Olivier, ton avis sur cette dualité? Non, mais je pense qu'il y a deux choses clés, finalement. C'est que tous ensemble, on travaille sur la durabilité des produits, ce que Guillaume expliquait brillamment. Et donc nous, on essaye de mettre en avant les marques, les produits qui sont les plus durables. Et en travaillant sur la durabilité des produits, c'est la meilleure chance qu'on a d'accroître leur durée de vie, de réduire l'impact environnemental, et puis aussi de développer leur deuxième, leur troisième, leur quatrième vie. Ça, c'est le premier. Donc vraiment, travailler sur la durabilité, orienter les consommateurs vers les produits les plus durables. C'est le premier axe. Et le deuxième axe, ce que vous disiez, il faut finalement qu'il y ait un investissement important dans la filière, dans la logistique, dans la réparation, des services de proximité, parce que derrière tout ça, ça nécessite des opérations. Et donc nous, on croit vraiment que c'est un écosystème de réparation, de logistique qui va permettre de faire accélérer. Et il se trouve que on se trouve plutôt bien placé, puisque c'est ce qu'on fait depuis 60 ans, qu'on est le premier réparateur de France, et qu'on a des techniciens et des bases techniques qui sont répartis à travers tout le territoire. Et pour autant, tu n'anticipes pas que ça puisse devenir un jour ton business principal. Ça reste un business accessoire au neuf, complémentaire du neuf, et qui vient alimenter le neuf, on est d'accord. Voilà. Et du coup, la question, c'est dans le secteur de l'électronique, par exemple, un back market qui était tout seul, aujourd'hui il est en face un Fnac, mais aussi un Apple, qui propose effectivement, et peut-être dans l'exigence du modèle économique un peu différent, puisque c'est une complémentarité à son business normal. Donc la question, c'est est-ce qu'effectivement, on va garder cette pluralité d'acteurs, ou est-ce qu'il n'y a pas les distributeurs classiques et finalement les marques qui vont reprendre la main sur le marché? Écoute, c'est difficile de dire comment ça va. Tout ça, ça évolue très vite. Je pense que nous, ce qu'on déroule notre plan autour de la durabilité, de la réparation, du service. Et on pense que c'est comme ça qu'on va aider nos clients à choisir les bons produits, ce qu'on appelle le choix éclairé, et puis les accompagner aussi vers une consommation plus durable. Alors après, savoir ce que va devenir X, Y, Z. Enfin, je nommais les acteurs, un type d'acteur, je ne voulais pas nommer un en particulier. Je salue nos amis de Back Market et de Recommerce avec qui on travaille d'ailleurs. Guillaume, un mot sur cette évolution de la structuration du marché? Je confirme un peu ce que dit Bernard, c'est complexe. C'est vraiment un marché complexe, tout le monde ne pourra pas gagner. Pour satisfaire les clients et aussi gagner de l'argent. Et en fait, il y a plusieurs conditions. Il y a d'avoir des produits, on n'arrête pas de le dire, mais des produits durables. Si tu n'as pas un produit durable, tu ne peux pas être dans le marché de la seconde main à long terme, c'est pas possible. 2, la logistique, elle est très complexe. Nous, on a la chance d'internaliser toute notre logistique depuis très longtemps. Elle est hyper optimisée, mieux optimisée que des partenaires qui sont spécialistes de la seconde main. Donc, en fait, on est capable de récupérer de la valeur par notre logistique et de contrôler en même temps la qualité des produits, puisqu'on le fait au même moment. Et troisièmement, on en parle assez peu, c'est la culture d'entreprise et l'engagement des collaborateurs. Nous, comme on est un groupe à mission, on fait de la durabilité depuis 130 ans, ça coule de source de faire de la seconde main. Mais culturellement, d'imposer de la seconde main dans une entreprise qui n'a jamais fait de durabilité et qui fait plutôt du greenwashing, ça ne passera pas. Nous, c'est des gens passionnés qui me bousculent tous les jours pour aller encore plus vite. Donc tu me dis qu'on va vite, on fait de la seconde main, de la location, etc. Ils me disent qu'on ne va pas assez vite. En magasin, ils me disent qu'on ne va pas assez vite. Donc en fait, on a cette culture-là et grâce à ça, on est capable de pivoter très vite quand le marché bouge. Merci. Alors, le débat arrive à son terme. Là, il nous reste 5 minutes. Je voudrais peut-être qu'on réfléchisse ensemble. Vous qui avez cette expérience, on a vu que beaucoup d'entreprises se sont lancées et d'autres... Nous, on a fait un sondage au niveau de la FEA. On a 60% des entreprises qui ont une stratégie économie circulaire, pardon, et 30% qui l'ont mise en œuvre et 30% qui sont en train de la mettre en œuvre. Donc je pense à eux et peut-être à d'autres qui, après cette table ronde, voudront se lancer. Quel serait le conseil que vous leur donneriez? Quels sont peut-être les écueils à éviter? Et pourquoi pas nous dire ce que vous referiez autrement si c'était à refaire? Bernard. Ouais, c'est une bonne question. Alors, je disais déjà... En plus, il nous reste 5 minutes, donc ça fait 1 minute par personne. Ouais, donc je disais, je vais être assez court. Ne pas sous-estimer la complexité, c'est le premier point. Et ensuite, après, c'est propre à chacun des secteurs. Dans le secteur de la mode, pour Vestiaire Collective, nous, on est une marketplace asset light. C'est-à-dire qu'on ne voit qu'une portion des produits uniquement quand on fait l'authentification manuelle, physique, et on les garde même pas 24 heures, parce qu'on veut les renvoyer le plus vite possible à l'acheteur.
dès qu'il y a une gestion de stock, en termes de logistique, ça commence à être coûteux pour des accessoires de deuxième main. Donc voilà, c'est un exemple en termes de business model. Tous les gens dans notre secteur qui font de la consigne, c'est-à-dire qui reçoivent les vêtements, les stocks, les mettent en ligne et peut-être vont les vendre plus tard, c'est un challenge. Alors pour certains professionnels, vous avez déjà les warehouses, etc. Donc il y a des économies, vous pouvez leverager votre service logistique. Mais pour des gens qui se lancent, ça peut être difficile. Donc vraiment, il y a beaucoup de croissance dans la deuxième main, mais il faut faire très attention. Derrière, il faut un business model qui soit durable, qui soit robuste, qui va nécessiter une certaine taille pour devenir profitable. Mais il y a des business, ils n'ont pas le bon business model, donc ils ont beau prendre de la croissance et la société ne devient pas profitable. Merci Bernard. Olivier, pour ceux qui se lancent, un conseil, 2, peut-être 3 peut-être. Je crois que ça a été dit par mes collègues, que c'est un engagement de très long terme. Tu disais petit bateau 130 ans, je crois, Darty 60, 70 ans. Voilà, c'est un engagement de long terme, et puis de la sincérité, et puis comme toujours, embrasser la complexité, regarder les détails et tout, parce que c'est basé, on l'a vu, sur des process souvent très complexes. Guillaume. Mais ils ont tout dit, mes camarades. En plus, j'adore parce que je travaillais chez Darty aussi dans le passé. C'est vrai que j'ai oublié un parcours extrêmement riche. Mais la durabilité du produit, point. C'est se lancer dans de l'économie circulaire avec des produits de mauvaise qualité ou qui n'ont pas une durée de vie de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vies, 10 vies, je ne sais rien. C'est pas le modèle. Ok, merci. François-Xavier, le mot de la fin, justement, après cette étude que tu as fait sur les conseils, notamment, je sais qu'il y a un sujet qui est est-ce qu'on passe par une start-up ou est-ce qu'on le fait nous-mêmes, est-ce qu'on l'internalise, est-ce qu'on externalise, est-ce que ça, c'est des choses que vous avez pu regarder ? On l'a vu, donc tout le monde n'est pas armé de la même manière face au sujet, donc ça dépend des entreprises, évidemment. Moi, ce que je retiens aussi, c'est que de plus en plus, vous travaillez vos expériences de marque. Et que l'expérience de marque, ce n'est pas juste la vente du premier produit, c'est aussi la pré-vente, c'est la réparation, c'est la durée. Et en cela, ce business de la seconde main contribue à cette expérience de marque. Donc les marques fortes devraient s'y intéresser. Oui, l'aspect image aussi, tu as raison, qui est dans l'étude est tout à fait rappelé. Voilà, je crois qu'on arrive au terme. On a tenu le temps. Je voyais que le maître des horloges était là. Je tiens à remercier tous les intervenants. Je propose qu'on les applaudisse. Et puis, je rappelle que l'étude complète est accessible gratuitement sur le site de AFEVAD et de KPMG. On vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de Paris Retail Week et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je vous embauche, Marc. Merci beaucoup.